Ben, la chasse à l'homme se poursuit toujours pour retrouver Philippe Benoît, 41 ans, qui est soupçonné d'avoir tué son fils à Shawinigan. Philippe Benoît souffre de schizophrénie. Selon ce qu'on apprend dans le journal ce matin, il aurait arrêté de prendre ses médicaments. Alors, la Sûreté du Québec ce matin demande à toute personne qui l'aperçoit de composer là, immédiatement le 911. Maintenant, dans les articles du journal ce matin, on en sait un peu plus aussi sur le contexte familial. La victime, le jeune Ryan Deschenaux, 16 ans, lui, il avait peur de voir son père en raison de son comportement, en raison de ses problèmes. Il y a même sa mère qui se confie, puis c'est déchirant de lire son récit. Elle dit « Mon fils avait hâte d'avoir 18 ans pour ne plus rendre visite à son père, pour ne plus le voir. » Ça soulève quand même certains questionnements. On va se tourner vers Maître François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. La question, elle est revenue d'ailleurs souvent dans la messagerie ce matin, alors vous allez pouvoir nous éclairer. Là. À partir de quel âge un enfant peut refuser de voir son parent? Bien, il n'y a pas d'âge exact, là. On voit souvent ça en milieu, en droit familial, les gardes partagées, avec la DPJ aussi qui peut intervenir. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à 14 ans, déjà, un enfant peut donner son consentement pour des soins médicaux. Donc, il y a une compréhension de la vie plus évoluée. Et c'est pas mal ça, le cadran. Là, on regarde toujours, est-ce que l'enfant est capable de comprendre? Est-ce qu'il peut donner une opinion? Est-ce qu'il peut choisir? Et c'est sûr que c'est pas à 18 ans seulement, là. Ça peut être bien avant OK. ça, que l'enfant peut décider là, de ne pas voir un parent. Mais c'est sûr, plus il est jeune, plus on veut son intérêt. Son intérêt, c'est de voir les deux parents, donc on va forcer ça. Mais d'après moi, vers 14-15 ans, là, on peut vraiment avoir son opinion, puis ça pourrait être la décision, là. Puis c'est quoi le processus? Bien, vraiment, c'est qu'on va... dans les gardes partagées, là on s'entend qu'il y avait une problématique avec le père. Je n'ai pas tous les détails des jugements, mais la mère avait la garde exclusive. Mais c'est sûr que des fois, c'est choquant de voir ça parce qu'on voit la DPJ intervenir dans beaucoup, beaucoup de dossiers, souvent beaucoup, beaucoup moins sévères. Et il y a une forme de protection. Et là, d'entendre que cet enfant-là, ce jeune-là, avait peur de son père, aurait voulu ne pas le voir et de se rendre compte que la DPJ n'intervient pas, n'y va pas selon ses volontés parce qu'il semblait y avoir un risque réel. C'est certain que c'est comme ça. On va évaluer. Puis souvent, dans ces dossiers-là, ce qu'il faut savoir, c'est que assez jeune, on nomme un avocat, un procureur à l'enfant. Donc, l'enfant peut parler par le biais de son avocat et il peut donner son opinion et peut faire des choix par le biais des avocats, autant avec la DPJ que quand on détermine OK. une garde partagée, là. Bon, ça, c'est un des volets de ce drame-là. L'autre, Maître Bernier, là, Mm-hmm. puis moi, j'ai boqué là-dessus ce matin, là. Un individu schizophrène, avec des problèmes de santé mentale, qui, selon les rapports, là, pour moi qui l'invente, là, selon les rapports, craint de se faire épier par les francs-maçons, l'Organisation mondiale de la santé, pense qu'on lui a implanté une puce dans le cerveau et que c'est à l'origine de tous ses problèmes. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à prendre sa médication? Parce que, selon les informations qu'on a, l'individu schizophrène aurait cessé de prendre ses pilules. Oui, mais ça, c'est un des plus gros problèmes de ce cas-là, de beaucoup de cas en matière de santé mentale, et c'est fréquent. Et on voit le même scénario se reproduire. C'est quelqu'un, bon, on sait maintenant, en plus, la loi P38 a changé. Ça va être plus facile de pouvoir interner quelqu'un s'il peut être un danger pour lui ou autrui. À l'époque, c'était très difficile. Et là, ce qui se passe, c'est que les familles se battent. Et à un moment donné, la personne va être internée. Heureusement, elle va être soignée et souvent, elle va redevenir elle-même. Mais par après, il y a rien qui force par la suite à faire des suivis
ou même criminalisé de ne pas prendre son médicament, dans le sens que, tu sais, moi, on a des cas, des fois, c'est assez frappant. Les gens appellent au cabinet, puis c'est des gens qui ont eu des requêtes pour soins, tu sais. Et là, ils sont à l'hôpital et on va les forcer. Oui, on peut forcer quand il y a cette requête, quand un juge leur donne, on va les forcer à être soignés. Et là, ils nous appellent, là, puis c'est la panique, ils veulent pas prendre les médicaments, ils se battent, ils veulent nous engager pour défendre tout ça. Mais puis souvent, on prend pas les dossiers parce qu'on sait que c'est des gens qui ont besoin d'aide, que ça serait futile d'essayer de bloquer ça. Mais par la suite, une fois qu'ils prennent les médicaments, on n'a plus de nouvelles, ils n'ont plus ces demandes-là. Puis c'est ça qui est frappant avec la médication, c'est qu'on regarde ce cas-là là, aujourd'hui, là, un père qui est soigné, qui est schizophrène, qui prend ses médicaments et qui se regarderait voir ce qu'il a fait. Quand il va revenir à la réalité, ça va être atroce pour lui, là. Il va réaliser que sa maladie lui a enlevé son enfant. Tu sais. C'est ça le problème. Mais non, on le voit après le manque de ressources. On ne criminalise pas. Moi j'irais dans la criminalisation. Tu peux sortir de l'hôpital, tu dois prendre tes médicaments. Si tu ne le fais pas, si on se rend pas compte, si on se rend compte de ça, c'est l'arrestation. Ah, vous iriez jusque-là? La personne. Oui, parce que j'ai trop vu de cas. Je ne suis pas non plus un expert en santé mentale, mais en juridique, on voit trop souvent des cas de personnes qui n'ont pas pris leurs médicaments. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les accuser de ne pas le faire. Et ils commettent le pire, là. Même pour eux, pour les protéger, il faut être plus sévère avec ça. Après ça, on les juge, on les déclare non criminellement responsables, parce que, évidemment, au Canada, tu peux pas commettre un meurtre si ta tête n'est pas là, si tu n'es pas dans la réalité, si tu es déconnecté. Donc, tu fais plus la différence entre le bien et le mal. Et là, ces gens-là, ils sont non criminellement responsables. On les laisse sortir de l'hôpital, que ce soit Pinel, puis on veut les réhabiliter dans la société. Mais encore là, s'ils ne prennent pas les médicaments, ils ne seront pas réaccusés. Puis la non-responsabilité criminelle, ça n'enlèvera pas non plus. Donc, tu sais, il y a vraiment une problématique qu'il faut, d'après moi, être plus sévère sur la prise de médicaments, parce que la personne soignée versus la personne qui est en crise, qui, je le dis souvent, est plus dangereuse que le mafieux, le plus criminel de la planète, parce que il n'est plus là, là. Je pense pas qu'un père de base là, voulait tuer son fils. Mais moi, j'ai vu ça, là, c'est une paranoïa. Là, on a souvent des appels au bureau de schizophrènes qui pensent qu'il y a quelqu'un à la télé qui en veulent, que le gouvernement leur en veut. Tu sais, c'est fréquent. Et ces gens-là sont pas soignés. Et s'ils l'étaient, ils se rendraient compte qu'ils sont pas bien, mais ils embarquent dans un genre de pattern là, qui est infernal. Sur le texto, il y en a quand même qui abondent dans ce que tu dis, là. Quelqu'un qui est une ressource en santé mentale qui dit que sur le terrain, c'est très limité les soins parce que les personnes atteintes peuvent refuser les traitements à moins d'être judiciarisées. Ouais. Donc, ça devient très, très difficile pour eux de faire respecter le protocole pour certains cas. Là. Donc, ça se confirme. C'est ça, carrément. Si le juge ne l'a pas ordonné, c'est dur de suivre. Il n'y a pas la législation qui est donc, assez performante pour ça. Il faut qu'il arrive des drames. C'est dans ces drames-là. P38, là, la loi qui permet d'intervenir, mais avant, ça prenait le danger imminent, c'était une blague. On arrivait, il est assis dans le divan, il n'est pas dangereux, on repart, il tue quelqu'un. Tu sais, c'était ridicule. Et ça, c'est un peu il faut se pencher là-dessus parce que c'est ça. Comme je dis, quelqu'un qui est en psychose, en crise, est un danger. Là, il n'y a pas plus dangereux, mais qu'est-ce qui cause ça? C'est qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Donc, et on n'a pas les outils, là. Quelle tristesse. Maître François-David Bernier, merci beaucoup.